Pour moi, être un homme Pour moi, un aujourd'hui, homme, c'est Honnêtement, je me suis Être pas un homme, pour posé moi, la une question. personne qui a un sexe différent des c'est femmes. être une potentielle agression. Encore et toujours être en situation de Et qu'à un privilège. moment, ils ont eu trop la liberté. Quand j'étais petit, c'était Zorro, c'était James c'est Bond. essayer d'être soi-même, essayer d'assumer qui C'est on d'abord est. être un humain, Tout ce qu'on nous apprend pas en tant qu'homme, justement. à la fois seul et relié. Je m'appelle Thomas Messias et vous écoutez Mansplaining, le podcast où on s'interroge sur les hommes, le genre, la société. Je me demande si, dans 10 ans ou dans 50, on se souviendra de 2024 comme d'une année charnière en matière de ce que certains et certaines appellent la libération de la parole. Alors perso, j'essaye de ne pas employer cette expression à tort et à travers, car comme j'ai entendu de nombreuses femmes le dire, en fait, elles ont toujours parlé. C'est juste qu'avant, elles n'étaient pas écoutées. Je me demande si les affaires Depardieu, Mélia, Jacot, Doyon, Miller resteront gravées dans les mémoires, ou si elles vont en disparaître, comme s'il s'agissait de simples faits divers. Mais moi qui ai tendance à souvent voir le verre à moitié vide, je suis porté en ce moment par une vague d'espoir. La multiplication des témoignages est à la fois très plombante et en même temps très encourageante. Ça y est, ça craque de partout. Peut-être que le point de non-retour est atteint, peut-être que les prédateurs vont enfin dégager des plateaux de tournage, et peut-être que ceux qui pourraient en devenir vont enfin comprendre qu'il faut se tenir à carreau. En tout cas, les témoignages et les plaintes continuent de pleuvoir dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel français, et ça fait ricochet dans le reste de la population. On a pu le constater avec la montée en puissance du hashtag MeTooGarçon, avec lequel des hommes témoignent des actes de harcèlement, d'agression sexuelle, voire de viol qu'ils ont subis. C'est le comédien Aurélien Vic qui a initié le mouvement le 22 février. Sur Instagram, il a signé une succession de stories bouleversantes et révoltantes, dans lesquelles il révèle qu'entre 11 ans et 15 ans, il a été victime d'un prédateur sexuel. Celui-ci s'appelait Maurice Ripaud, mais il était connu sous le nom de Christian Noël, et c'était son agent. Aurélien Vic n'a pas attendu d'avoir 43 ans pour parler. Voilà ce qu'il dit. « J'ai porté plainte à mes 16 ans, car il le faisait à d'autres. » Et il ajoute « Il a pris 5 ans. C'est possible. S'il y a d'autres victimes de lui, parlez. Il est mort, mais ça peut faire du bien. » Le témoignage d'Aurélien Vic ne s'arrête pas là. Il explique qu'il a aussi été agressé par d'autres jusqu'à ses 25 ans. Des membres de son entourage, des réalisateurs, des producteurs. Il raconte les traquenards, les pressions, les tentatives de séquestration. Beaucoup de médias ont relayé l'information, comme BFM dans cet extrait. Agression, harcèlement, tentative de viol, chantage contre des rôles, dîner piégé avec plusieurs mineurs. Je me suis défendue de main baladeuse, notamment, ajoute-t-il. J'ai dû me défendre verbalement, physiquement, ajoute-t-il encore sur d'autres stories, sur ce post Instagram. Jusqu'à mes 25 ans, on m'a proposé des rôles, de la drogue, en échange de faveurs. Une femme m'a même drogué un soir. Ma seule MST, c'est un viol, déclare-t-il. Regardez encore ces autres propos très grave qu'il dénonce. Le procès et la reconnaissance du statut de victime est importante. Ça aide à se reconstruire et c'est comme ça qu'il encourage justement aussi les autres victimes à le faire. Avoir été abusé ne fait pas de nous moins des hommes. Et il lance donc ce hashtag MeTooGarçon. Lui emboîtant le pas, le directeur de casting Stéphane Gaillard a encouragé, je cite, « les garçons du cinéma à lui envoyer leurs témoignages ». Et il a même créé une adresse mail pour les recueillir, à la manière de ce qu'avait fait Judith Godrèche quelques jours plus tôt. Je vous donne d'ailleurs les deux adresses, moi aussi Judith, tout attaché, @gmail.com, et MeTooActeur, acteur au singulier, @gmail.com. Toujours le 22 février, l'acteur Francis Renaud déposait plainte contre le réalisateur André Téchiné et le directeur de casting Gérard Moulévrier pour des faits survenus entre 1988 et 2004. Sur X, anciennement Twitter, il postait même une photo du procès-verbal sur laquelle on trouve les chefs d'accusation suivants. Harcèlement sexuel, pression grave afin d'obtenir un acte de nature sexuelle, menace de mort réitérée et agression sexuelle. Voilà un extrait de l'interview accordée par Francis Renaud à l'Obs fin février. Il raconte qu'alors qu'il n'était qu'un jeune acteur, il a accepté l'invitation au théâtre de l'influent Gérard Moulévrier. Et tout de suite, il va me faire du genou. Je vais me retrouver tétanisé, je peux plus bouger, je vais sentir son genou, sa cuisse pendant 1h30, tout le long du spectacle, sa main qui va se balader et qui va finir par toucher mon sexe. Et là,
Le spectacle se termine, on sort du théâtre, je vais pour rentrer, prendre le métro, il me dit non, on a des gens à voir, je prépare le film de Marco Bellocchio, qui est un réalisateur, et le film c'était La Sorcière. Je lui dis non, mais je vais rentrer, il me dit bon, je te raccompagne. Et dans sa voiture, il se rapproche un peu, il y a un petit contact et tout, il me regarde, il me dit le droit de cuissage, ça existe, pour réussir, faut coucher. Ces actes dont il a été victime, Francis Renaud les avait déjà évoqués dans un livre publié en 2018, sans citer de nom à l'époque. Il faut croire que cette vague de MeToo français lui aura donné la force et l'envie d'aller plus loin. Les deux accusés ont réagi par l'intermédiaire de leurs avocates, André Téchiné affirmant être, je cite, « évidemment désolé que Francis Renaud ait été embarrassé par son approche verbale, sentimentale, maladroite. » Fin de la citation. Puis il poursuit ainsi, toujours par l'intermédiaire de l'avocate Julia Minkowski. Je cite. « J'ai bien sûr eu tort, à l'époque, de ne pas avoir su percevoir que notre relation n'était pas à ses yeux sur un pied d'égalité en raison de mon statut de réalisateur. En revanche, je ne peux qu'exprimer mon incompréhension aujourd'hui face à ce dépôt de plainte pénale. » De son côté, l'avocate de Gérard Moulévrier, maître Céline Beckerman, a affirmé, je cite, « Mon client a eu la surprise de découvrir les déclarations de monsieur Francis Renaud dans un ouvrage, à charge contre la profession. Il est stupéfait par un tel récit qui ne reflète en rien la réalité des événements. Enfin, il n'a pas le pouvoir de blacklister un comédien et a au contraire encouragé monsieur Renaud dans sa carrière. » Sur les réseaux, le hashtag MeTooGarçon a pris de l'ampleur. On a pu lire de nombreux témoignages effarants provenant de tous les milieux et de toutes les classes sociales, énième preuve que les prédateurs n'entrent dans aucune case et qu'ils sont partout. C'est assez incroyable ce qui se passe. Que des hommes prennent la parole sur ces sujets, c'est si rare. Il y a bien eu l'acteur américain Terry Crews, l'ancien rugbyman français Sébastien Boueil et quelques autres, mais que les témoignages s'enchaînent de la sorte, on n'a tout bonnement jamais vu ça. Et que ce soit des hommes qui s'emparent de cette parole, c'est assez révélateur de la force du mouvement actuel. Car à la honte d'être une victime, ce dont les agresseurs se servent souvent en toute conscience, s'ajoute celle d'être un homme victime. C'est-à-dire quelqu'un qui a été dominé par d'autres, généralement des hommes, mais pas uniquement. Il y a l'idée qu'un homme qui subit un viol ou une agression, c'est un faible qui n'a pas su se défendre, que s'il avait été viril, baraqué et violent, rien ne serait arrivé. Des idées reçues absolument abjectes. D'ailleurs, demandez à Terry Crews ou à Sébastien Boueil si leur physique imposant les ont sauvés de quoi que ce soit. Ça, c'est Terry Crews en 2018, lorsqu'il évoque l'une des agressions sexuelles que lui a infligé l'agent Adam Venit lors d'un cocktail. Je vais pour lui serrer la main, mais il se sert de sa main droite pour attraper mes parties génitales. Je bondis et je fais « Hey, wow !» Alors il recule. Et il continue à faire ce truc bizarre avec sa langue, et il fait des bruits bizarres, et puis il recommence. Et il m'attrape encore. J'éloigne sa main, je le repousse plus fort, et je lui dis « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Crews a été soutenu par une partie du métier, mais d'autres, comme par exemple le rappeur 50 Cent, ont préféré le railler sur les réseaux sociaux et mettre en doute le fait que cet acteur pourtant si musclé n'ait pas su se défendre. Ah ça, vous pouvez faire confiance aux LGBT-phobes, aux connards et aux masculinistes, ces catégories étant souvent cumulables, pour s'emparer du sujet afin de justifier leur discours rempli de haine et d'ignorance. La chose est très bien résumée par la journaliste Pauline Rouquette, qui signe pour France 24 un article intitulé « MeTooGarçon, des victimes minoritaires en chiffres et minorées dans leur traumatisme ». Elle y cite un tweet emblématique de cette récupération de très très bas étage, celui d'un anonyme qui affirme la chose suivante. 17 ans, les mecs ne savent plus se défendre maintenant, sérieux ? Ou c'est le symptôme d'une homosexualité mal assumée ? Le besoin de faire son intéressant ? Il y en a marre de tous ces fragiles, de ces travelots et de tous ces mecs qui se comportent en gonzesse. En résumé, pour ce type et pour tant d'autres, si des hommes sont agressés, c'est à cause du wokisme qui les dévirilise et les rend incapables de se défendre. Faut-il vraiment que je vous dise ce que je pense de ce genre d'affirmation ? La réalité, c'est que le fait que des hommes se mettent à parler est une très bonne chose. Petit rappel des chiffres. D'après une enquête Ipsos datant de 2019, chaque année en France, 130 000 filles et 35 000 garçons subissent des viols et tentatives de viol, en plus des 94 000 femmes majeures et 16 000 hommes majeurs. Bref, une victime sur 5 est un homme. Pourtant, il n'y a clairement pas 20% d'hommes parmi les personnes qui témoignent publiquement des violences sexuelles qu'elles ont subies. Alors si les mecs victimes, dans la foulée d'Aurélien Vic et Francis Renaud, s'emparent de cet espace-là, on ne peut qu'y gagner. Le problème, une fois encore, c'est la récupération. L'irruption en 2020 des hashtags MeTooGay et MeTooLesbien,
destiné à montrer que les agresseurs et les prédateurs ne se trouvent pas que chez les hétéros, a certes permis d'ouvrir certaines réflexions. Mais il a aussi donné du grain à moudre à ceux qui, depuis si longtemps, assimilent le terme pédé aux mots pédophile et pédocriminel. Certes, quand les garçons sont victimes de viols et d'agressions sexuelles, ce sont très majoritairement des hommes qui en sont coupables. Mais c'est un grave problème de grille de lecture que de relier cela à l'homosexualité. Retenez bien ce chiffre. Toujours selon l'Ipsos, dans les cas d'agression d'enfants, je cite, « L'agresseur est dans 9 cas sur 10 un homme, âgé en moyenne de 30 ans, mineur dans 30% des cas. » Le problème, ce ne sont pas les hommes gays ou bisexuels, ce sont les hommes tout court. Et ça, les misogynes et les mascus se gardent bien d'en parler. De toute façon, les hommes cisgenres ne parlent que de ce qui les arrange, et leur silence est parfois assourdissant, surtout sur ce genre de thématique. Dans les semaines qui ont suivi ses premières prises de parole, Judith Godrèche n'a pas manqué de le notifier sur Instagram. On peut compter sur les doigts d'une main les acteurs ayant partagé son témoignage ou d'autres témoignages du même ordre. Et il y a de quoi être désemparé. Pourquoi cette omerta? Parce qu'ils ne se sentent pas concernés? Par peur de perdre des rôles? Est-ce qu'ils craignent de se fâcher avec leurs copains? Ou est-ce que c'est un refus manifeste de se prononcer contre un système qu'ils ont toujours cautionné, voire auquel ils ont participé? En tout cas, le 23 février, lors de la soirée des Césars, Judith Godrèche a enfoncé le clou, en s'adressant notamment à eux. Depuis quelque temps, la parole se délie. L'image de nos pères idéalisés s'écorche. Le pouvoir semble presque tanguer. Serait-il possible que nous puissions regarder la vérité en face, prendre nos responsabilités, être les acteurs, les actrices d'un univers qui se remet en question? Depuis quelque temps, je parle, mais je ne vous entends pas. Ou à peine. Où êtes-vous? Que dites-vous? Un chuchotement, un demi-mot. Ça serait déjà ça, dit le petit chaperon rouge. Je sais que ça fait peur, perdre des subventions, perdre des rôles, perdre son travail. Moi aussi j'ai peur. Après le discours de l'actrice, il y a eu une standing ovation. L'ensemble de l'assemblée s'est levé, puis tout le monde s'est rassis. Voilà, c'est ça le soutien maximal dont les hommes du cinéma français semblent être capables. Aujourd'hui, des victimes masculines s'expriment, mais on a l'impression que les autres hommes, eux, sont bien décidés à rester muets jusqu'à la fin des temps. Ils pourraient pourtant prendre exemple sur Grégory Montel, acteur vu dans la série 10% et un certain nombre de films, qui a pris position sur Instagram en affirmant son émotion, de manière à la fois sincère et réfléchie, vis-à-vis de, je cite, « la libération de la parole des acteurs et des actrices, des techniciennes et des techniciens ». Vous ne connaissez peut-être pas le nom de Grégory Montel, et c'est bien là le problème. D'ailleurs, ce n'est pas lui faire insulte que de dire cela, car il ouvre son message en reconnaissant lui-même qu'il n'est pas un acteur de premier plan. Ce que je veux dire, c'est que si je suis obligé de citer son message à lui, et s'il a été partagé un grand nombre de fois sur Instagram, c'est parce qu'aucun acteur ou réalisateur plus célèbre n'a pris le temps de s'exprimer de la sorte. Le monde est en train d'essayer de se sortir des griffes du patriarcat, et pendant ce temps-là, les mecs sont coincés dans les starting blocks, quand ils ne sont pas carrément en train de tout faire pour nous ralentir. Non mais vous avez entendu Pierre Arditi parler de Nicolas Bedos, qui sera jugé en septembre pour agression sexuelle sur une femme et harcèlement sexuel sur une autre? Je ne peux pas imaginer qu'on brise la carrière de ce type qui a un talent absolument fou, parce que ça ne permet pas tout, on ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, les femmes ont raison de se révolter par rapport à des comportements qui ne sont plus admissibles. Ça n'est plus admissible. Et je parle en connaissance de cause, parce que c'est souvent des gens de ma génération, ou presque de ma génération. On a eu, je me mets à l'écart parce que j'ai pas eu ça, mais je l'ai vu, on a eu des habitudes qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui, et heureusement. Voilà. Mais je ne pense pas, honnêtement, que Nicolas tombe dans ce travers-là. Je voulais le dire parce que, tant pis si je me fais des ennemis, mais il m'a toujours regardé un peu comme si j'étais un deuxième père, et moi je le regarde toujours comme si j'avais un deuxième fils auquel je ne m'attendais pas. Alors qu'il soit dans la tourmente, c'est une chose. Tant pis si je me fais des ennemis, je préfère avoir un petit peu de courage. Je n'en aurais aucun pour des gens qui mériteraient effectivement une punition sévère. En tout cas, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, en tout cas, et c'est très bien comme ça, les femmes se défendent, elles ont raison, et qu'un certain nombre d'hommes qui ne sont pas des hommes, parce que des hommes qui s'en prennent aux femmes de cette manière-là ne sont pas des hommes mais des lopes, ne méritent pas autre chose que d'être punis. Au sujet du mot lope, sachez qu'il a deux définitions. L'une est une façon péjorative de désigner les homosexuels, et l'autre signifie un homme sans courage, sans caractère. Je crois qu'il y aurait vraiment eu d'autres mots à employer. Aujourd'hui, il faut souhaiter que les témoignages continuent d'affluer. C'est le seul moyen pour qu'on arrive un jour, peut-être, à enrayer les agressions sexuelles et les viols.
plus on aidera les victimes à comprendre qu'elles sont très loin d'être seules et que ce n'est pas à elles d'avoir honte, moins il y aura de silence. Et plus les agresseurs seront obligés de raser les murs, de se réfugier dans des grottes, voire même, on peut rêver, d'arrêter d'être des agresseurs. Le chemin est encore très long. À l'époque du hashtag #MeTooGay, un article signé Mathieu Fouché pour le site Vice évoquait avec force la difficulté qu'il y a à témoigner pour les hommes bisexuels et homosexuels. Je précise qu'à aucun moment le journaliste n'insinue que c'est plus difficile pour eux que pour d'autres. Simplement, je cite cet article car je trouve qu'il décortique de façon convaincante les 1000 réflexions parfois paralysantes qui s'emparent des victimes au moment où elles se disent qu'il faudrait peut-être qu'elles parlent. Dans cet article, Mathieu Fouché évoque par exemple la difficulté encore plus importante de faire son coming out pour les hommes ayant été victimes de violences sexuelles, notamment parce qu'ils savent que leur homosexualité ou leur bisexualité sera immanquablement pathologisée. Je crois que c'est toujours bien de rappeler les chiffres. Le journaliste écrit qu'en fonction des études, je cite, « La part des hommes gays et bisexuels déclarant avoir été abusés sexuellement pendant leur enfance varie entre 15,5% selon une étude de 1997, 39,7% selon une autre de 2009 et jusqu'à 46% d'après une de 2015. » Et personne n'a envie d'entendre qu'il est LGBT parce qu'il a été violé ou agressé sexuellement. Pas parce qu'il est dans le déni, mais parce que c'est faux. Je vous renvoie à l'épisode 125, autour du livre 4% en théorie de Mathias Chaillot, qui démontrait qu'on n'est pas LGBT pour une raison précise, mais qu'il y a potentiellement un faisceau de causes, plus une très grosse part d'inexplicable ou d'aléatoire. Parler, c'est difficile pour toutes les victimes. Certaines y parviennent, d'autres non. Notre responsabilité, c'est d'accueillir cette parole, de l'écouter activement, parce que comme me le rappelait récemment quelqu'un de cher, il ne suffit pas de se taire pour bien écouter. Notre responsabilité, c'est aussi de partager cette parole si tel est le souhait de la personne qui témoigne, et de donner autant d'amour et de soutien que possible à ces personnes qui ont vécu le pire, garçons, filles ou autres. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining@slate.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mansplaining Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Slate Podcast. La direction éditoriale est assurée par Christophe Caron, la production éditoriale par Nina Pareja, et le montage, la réalisation et le mixage par Mona Delahaye. À dans 15 jours.